Vous servir est notre credo. Bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les grandes lignes. C'est ce lundi 13 janvier 2016 que s'est réunie la première réunion de l'année 2016 du comité de suivi de l'accord politique du 20 août 2015. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été discutés, notamment l'organisation des élections municipales à venir et l'indemnisation des commerçants victimes de violences politiques. Pendant ce temps, le procès opposant les 403 commerçants victimes de pillages contre l'État a été reporté au 27 janvier prochain. Ce procès devrait se tenir ce mercredi au tribunal de première instance de Mofanko. Et puis, Mariama Koutadielo, présentatrice du journal Parler à la RTG, décédée vendredi dernier, a été inhumée ce mercredi à Makoto. Et c'est à l'hôpital Inesdine que la levée du corps a eu lieu. Collaborateurs, amis et autorités ont rendu un dernier hommage à la journaliste. Voilà pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Politique, tout d'abord, le ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux, maître Cheikh Sako, a présidé la toute première réunion de l'année 2016 du comité de suivi de l'accord politique du 20 août 2015. Au cours de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés, dont l'organisation des élections locales, l'indemnisation des commerçants victimes des violences électorales ou les Matokoro Diallo pour plus de précision. Plancher sur les voies et moyens pour la mise en œuvre de l'accord de 20 août 2015, tel est l'objectif principal de cette réunion qui a mobilisé les responsables du ministère de la Justice, des acteurs politiques, de l'opposition et ceux de la mouvance, de la CENI, de la société civile guinéenne, des institutions républicaines dont entre autres l'Union européenne, l'ONU, le PNUD et les responsables des ambassades de France et des États-Unis. Venu présider cette première rencontre, Maître Cheikh Sako entend faire respecter les accords politiques signés le 20 août dernier. J'ai tenu personnellement à présider ce comité ce matin, puisque c'est la première de 2016, pour donner une impulsion, pour dire surtout à toute la Guinée que les accords politiques qui ont été signés le 20 août doivent être respectés et seront respectés, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce niveau. Ensuite, le plus important, c'était de continuer la préparation des élections communales, municipales et locales à venir, qui auront lieu au plus tard avant le 30 juin 2016. À quelques mois de ces élections locales, la non-mise en application totale de l'accord, notamment l'installation des délégations spéciales, est l'une des incohérences soulignées au cours de cette rencontre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'engage à faire respecter cet accord pour la tenue de ces élections. C'est inacceptable que les personnes qui ont été désignées par les partis politiques ne soient pas installées à la tête des délégations spéciales ou en tout cas fassent partie des délégations spéciales. L'accord doit être respecté jusqu'aux élections. Et ensuite, le peuple de Guinée décidera par les urnes qui va le représenter dans les différentes contrées du pays. À leur sortie, les représentants des partis politiques de l'opposition et ceux de la mouvance, malgré leur satisfaction, comptent être vigilants pour éviter ce qu'ils appellent les erreurs faites lors de la présidentielle du 11 octobre dernier. Dans un dialogue, quand les deux principales parties du dialogue, à savoir l'opposition et la majorité, sont tous unanimes que nous avons besoin d'un climat apaisé pour que notre pays avance et que les problèmes qui sont posés, nous pouvons les résoudre. Je pense que nous partons du très bon pied pour l'organisation de ces élections. On prend un bon départ à partir du moment où aujourd'hui c'est les bonnes intentions que tout le monde découvre. C'est à la pratique qu'on pourra juger les uns et les autres si vraiment la bonne intention de la CENI, comme elle vient de le dire, va être là. Mais il s'agira pour nous d'être vigilants et d'être pointilleux sur chacun des points pour que ce que vraiment nous avons connu lors de présidentielles puisse être évité. Pour rappel, cet accord a été signé le 20 août 2015 à 21h GMT, un accord dont les trois clauses principales sont la recomposition des délégations spéciales, la réforme de la CENI et l'assainissement du fichier électoral. Je vous le disais en début de journal, initialement prévu pour ce mercredi au tribunal de première instance de Mofanko,
Le procès opposant les 403 commerçants victimes de pillages contre l'État a été reporté au 27 janvier prochain, un report dû à un problème de procédure. Pour rappel, ces commerçants ont assigné l'État en justice pour n'avoir pas assuré leur sécurité et celle de leurs biens lors des pillages post-électoraux survenus les 8 et 9 août 2015 à Conakry. Nabi Kamara, Abdourahmane Ba. Ces commerçants victimes de pillage lors des 2 derniers jours de la campagne présidentielle de 2015 étaient fortement mobilisés ce mercredi au TPI de Mafankou. Mais le procès en question a été renvoyé au 27 janvier prochain pour une question de procédure. Ces commerçants accusent l'État pour sa non-assistance aux personnes en danger. Du coup, ils demandent leur dédommagement estimé à 115 milliards de francs guinéens. À la veille du scrutin présidentiel du 11 octobre, on a été attaqué ici par les hors-la-loi et certains agents de la police et de la gendarmerie. Vu cela, nous avons estimé que, étant donné que nous payons à l'État des taxes, des redevances, de l'impôt aussi, nous avons décidé d'assigner l'État en justice parce que l'État n'était pas ce jour-là présent ici pour nous sécuriser et sécuriser nos biens. Je demande à l'État qu'à regarder la population pauvre actuelle qui sont subis de cette violence flagrante, de nous rembourser, parce que l'État a assez de moyens. L'État a assez de moyens pour rembourser les victimes. Ce commerçant a tout perdu dans ces pillages. Tout ce qu'il a cherché pendant 40 ans est parti en fumée en 2 jours. J'ai perdu là-bas. C'est trop. Imaginez un étage de R+3 contenant des marchandises tout plein de marchandises. Donc les pertes, ceux qui sont passés là-bas, c'est des milliards et des milliards. Le travail de 4 décennies qui est brûlé dans 10 jours. Ces victimes regroupées aujourd'hui en association comptent sur la justice guinéenne pour faire toute la lumière dans cette affaire. Étant donné que nous vivons dans un état de droit, nous avons un président qui a combattu pendant des années contre l'injustice dans ce pays. Nous espérons, dans cette même logique, nous avons constaté que la justice a pu au moins ouvrir le procès le 30 décembre passé. Et aujourd'hui aussi, nous sommes allés à la justice. L'agent judiciaire de l'État s'est présenté. Nous avons commencé les débats et nous espérons aujourd'hui. Toutes nos tentatives pour avoir la version de la seconde partie, notamment le gouvernement accusé dans cette affaire, ont été vaines. Le 27 janvier prochain, ces victimes accompagnées de leur avocat, maître Salifou Béavogui, vont se retrouver au TPI de Mafankou pour la suite des débats. Sur un tout autre plan, pendant que les commerçants du centre Kadeba Kaba étaient en négociation au gouvernorat pour une issue heureuse de la crise qui les oppose à l'administration, ceux du centre Gama ont laissé éclater leur colère. Ils dénoncent l'augmentation de la mensualité par le centre Gama. Lansana Traoré nous en dit plus. C'est la révolte des commerçants du centre Kadeba Kaba qui a été la goutte d'eau qui a débordé la vase. Alors que le gouvernorat de la ville cherche à trouver une issue heureuse au bis-billet du centre Kadeba Kaba, c'est le centre Diama qui se révolte contre l'augmentation de la mensualité du dit centre imposée par les administrateurs. Les 6 bailleurs, si tu pars sur l'autre, il te dit que c'est l'autre. Tu connais là où aller. Déjà dans ces 6, il y a les gens qui payent 400 000, il y a les gens qui payent 300 000, il y a les gens qui payent même 500 000 ici. On connaît tout. Mais moi, je paye 1 million. Depuis ces 1 million, j'ai reçu une lettre au mois de novembre, décembre, de payer 1,5 million 2016. On demande à l'État de donner justice à qui? On ne peut pas être ces eux, investir nos milliards et puis nous venir faire sortir. Un seul jour, il faut sortir dans la boutique et puis ils sont prêts. On connaît, ils ont pris l'argent des gens, 2 millions pour nous faire sortir et faire rentrer les gens dans la boutique. Malgré les doléances faites par les commerçants, les propriétaires du centre Diama tiennent mort de cuisse à leur demande. Chaque fois, les gens pleurent, ils disent que ça ne marche pas. Nous, on est fermés, on est en train de pleurer chaque fois. Bon, c'est facile. On a trouvé que même l'impôt que l'État nous impose, si on n'augmente pas, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour cela qu'on a augmenté. Le prix, ça a commencé à 500 000, jusqu'à on est venu 1 million. Après, cette fois-ci, on a dit 1,5 million. Ils nous menacent de la mort. Ils disent qu'ils vont nous tuer tous, si on ne diminue pas.
Ce qu'ils ont dit, on a fait leur plainte à la gendarmerie. Personne n'avait une menace de mort. Parce que même en nous voyant au gouvernement, on sait que nous ne sommes pas des bandits. On est là pour chercher un quotidien. Il y a les loyers à 100% ici. 1,5 million à 2,5 millions. 3 millions à 5 millions. Le gouvernorat de la ville, son rôle de médiateur, a cherché à calmer les ardeurs dans le but de trouver une solution souhaitée à la... Ces propriétaires des centres commerciaux sont en train d'être convoqués en ce moment par la direction des services propres pour leur dire de surseoir à quoi que ce soit maintenant là. C'est ce qu'on est en train de dire. Ils vont retourner à leur lieu de travail, ils vont aller travailler correctement et nous, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de faire ce qu'on peut faire dans ce cadre. Mais en attendant, nous demandons l'apaisement de tout le monde, qu'il y ait l'accalmie et qu'ils retournent à leur lieu de travail. En ce temps, 5 centres Diamant ont de la gendarmerie pour menace de mort contre les administrateurs du 10 centres qui cherchent à noyer le poisson dans ces griots pour leur aura réussi. Merci beaucoup, Lansana Traoré, pour toutes ces précisions. Le professeur Alpha Condé, au cours des campagnes présidentielles, a promis d'aider les jeunes et femmes lors de son second mandat. Aujourd'hui, cette promesse se traduit par les actes. La composition du nouveau gouvernement en est un exemple, ce qui réjouit les citoyens, plus particulièrement les jeunes. Manian Condé. C'est une première en Guinée qu'un chef d'État porte entièrement confiance aux jeunes en les nommant à des postes stratégiques du gouvernement tels que les finances, le budget, les mines pour ne citer que cela. À travers l'image de ce nouveau gouvernement et même de l'administration publique, le chef de l'État vient ainsi concrétiser l'une de ses promesses prononcées à toutes les occasions. Je cite, « Je dédie mon mandat à la jeunesse et aux femmes ». L'acte est apprécié par les citoyens. On nous a promis. Ça commence maintenant à aller un peu, avec les jeunes. Mais ce que nous voulons maintenant, de faire l'action aussi. C'est pas pour débuter et terminer aussi. On devrait faire jusqu'au fond. C'est ça le problème guinéen. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide la Guinée. Nous espérons que ce gouvernement pourra répondre aux attentes du peuple. Et surtout, la feuille de route du Premier ministre a été déjà établie qui sont la relance économique. Vu que le Premier ministre est issu de cette couche juvénile, de la jeunesse, on espère que la Guinée pourra bouger avec ce monsieur. Et si, surtout, on lui laisse prendre toutes ses décisions, il n'est pas une main invisible dans ces différentes décisions. 42 ans le plus jeune et dans la cinquantaine le plus âgé est la tranche d'âge de ces nouveaux ministres entrants du nouveau gouvernement Yula. Certains citoyens rencontrés parlent d'un pas à l'avant vers le développement de la Guinée, car, disent-ils, l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Ils demandent surtout aux nouveaux ministres de prendre en compte les préoccupations de leurs pairs. Bon, je pense que ces jeunes-là doivent penser aussi aux autres jeunes qui sont au chômage, surtout l'emploi. Ces jeunes-là qui sont dans les cafés, autour des atayas et tout ce qui en suit, donc ils doivent vraiment... Comme Alpha commence à faire comme ça là. La promesse tenue par le président Alpha Condé commence à se réaliser. Nommer des jeunes dans le gouvernement est une bonne idée. Le conseil que je peux leur donner, c'est de bien travailler et d'aider les autres jeunes. Les vieux, les baragnons. Si la jeunesse guinéenne s'est toujours lamentée de sa marginalisation dans le gouvernement, l'administration et dans les prises de décision, son avenir devrait désormais dépendre du gouvernement Yula. Il reste sans doute pour elle un premier essai aux yeux de l'opinion nationale et internationale, mais aussi et surtout une ouverture aux meilleures opportunités pour les jeunes cadres guinéens. Poursuivons donc ce journal. Le nouvel ambassadeur de la République d'Iran en Guinée était devant la presse ce mercredi. Objectif, renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre deux pays. La lutte contre le terrorisme dans le monde a été l'un des points saillants de cette conférence. C'est dans le souci de renforcer les relations économiques, politiques et diplomatiques avec la Guinée que le tout nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran a animé cette conférence de presse. L'Iran veut pérenniser ses relations avec les autorités guinéennes. La Guinée et l'Iran sont comme des frères.
Et leur objectif, c'est d'avoir une très bonne relation avec la Guinée, travailler avec la Guinée. La population iranienne est comme la population guinéenne. Et c'est son souhait de travailler avec le gouvernement de la Guinée, côté économique. Les événements amers qui secouent le monde, notamment le terrorisme, a fait l'objet de vifs échanges au cours de cette rencontre. Selon l'ambassadeur d'Iran, le terrorisme est soutenu par certaines grandes puissances dans le monde. Et aussi, ils n'apprécient pas le terrorisme. Et aussi, ils sont prêts à tout faire pour finir avec les terroristes. Depuis la révolution islamique, ils sont contre les terroristes. Et si vous voyez actuellement les terroristes, ils ont beaucoup d'armes. Et aussi, si vous remarquez, il y a beaucoup de pays qui soutiennent le terrorisme. On doit vraiment stopper le terrorisme parce que le terrorisme, c'est pas seulement dangereux pour les chrétiens ou musulmans, c'est pour tout le monde. À en croire l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Guinée, plusieurs investisseurs iraniens viendront sous peu en Guinée pour l'exploitation de certaines zones minières. Une action qui s'inscrit dans le cadre du développement socio-économique des deux pays. Page noire dans cette édition d'information, et je vous le disais également en début de journal, Mariama Kouta Diallo, présentatrice du journal Parler à la RTG, a regagné sa dernière demeure ce mercredi à Matoto. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital Ignace Dina. Isiaga Diakité y était, voici son reportage. Décédé la semaine dernière, le peuple de Guinée a rendu un dernier hommage à Mariama Kouta Diallo, présentatrice du journal Parler à la radio nationale. La levée du corps a mobilisé à la morgue d'Ignace Dine parents, connaissances, collègues et autorités. Orienter les condoléances à la fois au nom du ministère et au nom de toute la presse pour donc la disparition de cette consoeur qui est décédée dans des conditions difficile et tragique. La mort est toujours un événement douloureux, mais c'était pour exprimer notre solidarité, notre compassion avec la famille. La tristesse, c'est parce que c'est une des pièces maîtresses de la rédaction, il ne faut pas hésiter à dire le mot. Je l'ai toujours dit, Kouta, qui est passé par Oroya, qui est passé par Nostalgie et qui s'est retrouvé à la radiodiffusion nationale, étant une femme physiquement, a été un homme au travail. Kouta a donné le bel exemple, non seulement sur le plan du travail, mais sur le plan de l'humanisme. Elle était d'accord avec tout le monde et elle était toujours prête. Mariama Kouta Diallo est décédée suite à une opération chirurgicale dans une clinique non agréée de la banlieue de Conakry. Les collègues de service de la défense s'insurgent contre les conditions dans lesquelles Mariama Kouta Diallo a rendu l'âme. Je déplore et je dénonce les conditions dans lesquelles j'ai perdu ma sœur, ma consoeur Mariama Kouta, dans des conditions déplorables, avec des personnes qui n'ont aucune connaissance, aucune expérience, aucune capacité et aucune autorisation de faire des opérations chirurgicales. Kouta est décédé simplement parce qu'il lui a manqué une poche de sang. Une poche de sang. Mais comment on peut faire une opération de cette envergure-là sans prévoir du sang pour la personne qui est en train d'être opérée? Une opération où on t'ampute un organe, ça te fait saigner obligatoirement. Après la morgue, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Matoto où l'enterrement a eu lieu. Restons dans le même cadre et suite à cette mort tragique de Mariama Kouta Diallo dans une clinique privée de la place, le syndicat des pharmaciens de Guinée est monté au créneau ce mercredi pour dénoncer les conditions dans lesquelles elle est décédée. Suivez Dr Collier au micro de Nabi Camara. C'est-à-dire, mon souffle est coupé parce que quand j'ai vu cette femme, franchement, avec le colonel Kibro, quand nous l'avons vu coucher, n'importe qui, même mon chien ne se coucherait pas dans un lit comme ça. Tellement c'est dégueulasse. Une ampoule. Les gens à la recherche du simple profit, l'argent. 1,2 million, cette femme a perdu la vie. On lui enlève un fibrome. Franchement, que ce soit le dernier cas. Je veux que les Guinéens se décident enfin de mettre la Guinée au soleil. Paix donc à l'âme de notre consoeur Mariama Kouta Diallo et la terre de Guinée qu'elle a tant servi avec amour et abnégation lui soit légère. Amen.
En interactualité, à présent, c'est une région du Cameroun régulièrement visée par Boko Haram et un village de l'extrême nord du pays a été ciblé d'une attaque suicide. Un kamikaze a sémé la terreur dans une mosquée en pleine prière. Suivez. Sur le front du terrorisme, ces civils sont en première ligne. À quelques kilomètres d'ici, tôt ce mercredi matin, un attentat suicide a tué 12 personnes dans une mosquée. Un kamikaze s'était explosé au moment de la prière à Kouyapé. C'est un petit village au sud de Kolofata. Là, comme dans toute la province de l'extrême nord du Cameroun, la population vit depuis des années sous la menace des djihadistes de Boko Haram, ralliés au groupe État islamique. Leur fief est de l'autre côté de la frontière avec le Nigeria, à Maïdougouri. L'armée camerounaise les combat sur son territoire, au sein d'une coalition régionale. Les djihadistes reculent, mais depuis juillet dernier, ils multiplient les attentats suicides, le plus souvent commis sur des marchés et par des jeunes filles. Malgré des comités de vigilance, des kamikazes passent à travers les mailles du filet, notamment dans des mosquées. Toujours en interactualité, plus précisément en Arabie Saoudite, les services de sécurité ont arrêté la dissidente sans doute la plus ciblée du royaume. Il s'agit de la sœur du blogueur emprisonné Aïf Badawi. Reportage. Inlassable, elle défend son frère. Audacieuse, elle lutte pour son ex-mari. Tous deux militants, tous deux incarcérés dans une prison saoudienne. Mais ces combats ont de longue date agacé dans le royaume wahhabite. Alors, Samar Badawi vient d'être arrêté en compagnie de sa fille de 2 ans et emprisonné pour être entendu par un procureur. Son tort supposé, avoir animé le compte Twitter de Walid Aboulker, son ancien époux, et d'avoir publié sa photo à l'intérieur de la prison. Ce nouveau tour de vis témoigne de la politique d'intimidation et de répression qui prévaut en Arabie Saoudite, et la famille Badawi en est un douloureux symbole. Depuis des années, Samar ne cesse de dénoncer, de se rebeller. Son premier combat aura été de se détacher de la tutelle violente de son père. Pour désobéissance, elle écopera alors de 7 mois sous les verrous. Elle en ressort plus convaincue que jamais. Désormais, elle se battra pour le droit de vote des femmes et pour pouvoir s'asseoir derrière un volant. Dans les lois saoudiennes, il est écrit nulle part que la femme saoudienne ne peut pas conduire. Et même dans la religion, nulle part il est écrit qu'il est interdit aux femmes de conduire. Pour sa pugnacité, elle recevra en 2012 un prix international à Washington. Michelle Obama et Hillary Clinton sont à ses côtés. Vous êtes une sentinelle des droits de l'homme dans votre pays, l'Arabie Saoudite. Vous avez fait preuve d'un important courage dans votre militantisme, tout en devenant une championne de la lutte pour le suffrage des femmes et les droits juridiques, et vous faites bouger les choses. Un soutien qui ne protège pas pour autant sa famille. Son frère a été flagellé en place publique. Elle est interdite de sortie de territoire depuis décembre 2014. Mais l'asile politique, elle ne l'envisage pas. Sa mission est dans son pays. L'Europe s'inquiète de plus en plus des mesures autoritaires adoptées en Pologne par le nouveau gouvernement conservateur. Un gouvernement épinglé pour ses nouvelles réformes qui mettent sous tutelle la justice et les médias. Suivez. Médias libres, Pologne libre, voilà ce qu'on peut lire sur ces pancartes brandies devant le tribunal constitutionnel de Varsovie. La plus haute instance juridique du pays, comme la télévision et la radio publique, sont désormais soumises au contrôle du gouvernement conservateur, une dérive autoritaire qui inquiète des milliers de Polonais. La situation est très grave et nous devons protéger la démocratie. Mais nous devons travailler en paix, le faire conformément à la loi, être ouvert et très transparent. Alors l'Union européenne va-t-elle punir le gouvernement conservateur polonais? Pour le moment, il ne s'agit que d'une simple mise en garde. Bruxelles a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur les récents changements juridiques en Pologne. L'objectif de la procédure que nous lançons est de clarifier les faits de façon objective, évaluer la situation plus en profondeur et débuter un dialogue avec les autorités polonaises sans préjuger de possibles étapes ultérieures. Ce que nous voulons, c'est aider à trouver des solutions si nécessaires.
Dans l'attente de solutions, la première ministre polonaise a appelé à l'union nationale pour faire face à ce qu'elle qualifie de calomnie à l'encontre de son pays. Mardi prochain, c'est d'ailleurs elle qui se rendra en personne au Parlement européen à Strasbourg pour défendre la réputation de la Pologne. Dernier virage de ce journal, le Canada continue d'ouvrir ses bras aux réfugiés syriens sous la houlette du nouveau gouvernement libéral de Justin Trudeau. 10 000 réfugiés syriens viennent d'être accueillis en l'espace de 2 mois. Des familles souvent reçues chaleureusement sur place. Reportage. Depuis décembre, les avions transportant des réfugiés syriens atterrissent toutes les semaines au Canada. Au cours des 2 derniers mois, plus de 7000 d'entre eux sont arrivés ici. La majorité est parrainée par des membres de leur famille déjà installés, le tiers restant parrainé par l'État canadien au terme d'un processus de sélection très rigoureux. Les familles que nous recevons ici sont des familles vraiment triées sur le volet qui sont soit au Liban, en Jordanie et principalement au Liban. Alors, ils ont passé toutes les étapes là, d'enquête, de sécurité et d'entrevue. En décembre dernier, le Premier ministre Trudeau a accueilli une centaine de réfugiés à Toronto. Il a promis que le Canada allait recevoir 25 000 Syriens d'ici le printemps. Les Canadiens, de leur côté, se sont mobilisés pour aider ces réfugiés à s'installer dans leur pays. Vêtements, meubles, jouets pour enfants affluent dans les locaux d'organismes qui s'occupent de les redistribuer. Les citoyens ont aussi des initiatives originales pour leur souhaiter la bienvenue, comme la distribution de ces macarons représentant un oiseau tenant dans son bec une branche d'olivier, l'arbre emblématique de la Syrie. J'ai tout de suite senti que c'était peut-être une image douce, positive, qui pouvait servir aux personnes qui avaient envie d'exprimer leur désir d'accueil plutôt qu'être dans la haine, parce qu'il y avait à ce moment-là beaucoup de messages haineux. Des messages racistes, il y en a en effet, ou des gestes disgracieux, comme à Vancouver récemment, quand un homme a aspergé de poivre de Cayenne des réfugiés syriens. Mais cette hostilité reste marginale. Dans l'ensemble, les réfugiés sont bien accueillis à Vancouver, Toronto, Montréal et les autres grandes villes canadiennes qui les reçoivent. Le Canada compte aussi bonifier son aide humanitaire aux Syriens qui n'ont pas fui leur pays et qui en ont cruellement besoin. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction politique. Merci à toute l'équipe technique du jour et merci également à nos valeureux téléspectateurs pour leur fidélité sans cesse renouvelée au groupe Évasion Guinée. Bonsoir.